Coup d'État avorté à Libreville. Le chef du commando qui a mené la tentative a été arrêté et 2 autres membres de son commando ont été tués. L'information a été donnée par la présidence gabonaise. La communauté internationale s'intéresse considérablement à la situation en République démocratique du Congo. Il est réclamé de publier les résultats des élections, même s'ils ne plaisent pas au pouvoir. C'est parti pour les auditions de la Commission Vérité et Réconciliation de Gambie. Des témoins vont défiler dans le cadre de l'enquête sur les crimes commis pendant les 22 ans de régime de l'ex-président Yaya Jammeh. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information. Coup d'État avorté lundi à Libreville au Gabon. Le chef du commando qui a mené la tentative a été arrêté et 2 autres membres de son commando ont été tués. C'est une information rapportée par la présidence gabonaise. On fait le point. Présence militaire accrue dans les rues de la capitale gabonaise. Un renforcement de la sécurité qui fait suite à la tentative de coup d'État intervenue lundi. En effet, un groupe de soldats a fait irruption dans les bureaux de la radio d'État à l'aube et a appelé le public à se lever. La scène s'est produite en l'absence du président Ali Bongo qui se trouve en convalescence au Maroc. Le gouvernement a affirmé que la tentative avait échoué et que les rebelles avaient été arrêtés. Le chef du groupe a été arraisonné selon la présidence qui a affirmé dans un communiqué que la situation est sous contrôle. Dans le cadre de la riposte, les forces de sécurité ont pris le bâtiment de la radio d'assaut, abattu 2 membres du commando et libéré les otages. Cette tentative de coup d'État est une première dans l'histoire du Gabon. Les meneurs de l'opération avaient annoncé la prochaine formation d'un Conseil national de restauration de la démocratie. Les meneurs de l'opération avaient annoncé la prochaine formation d'un Conseil national de restauration de la démocratie. Les forces de sécurité ont donc été déployées à Libreville pour maintenir l'ordre. En revanche, Internet était coupé dans la capitale. L'Union africaine a fermement condamné la tentative de putsch et réaffirmé le rejet total par l'Union africaine de tout changement inconstitutionnel de pouvoir. Paris a aussi condamné l'acte, appelant au strict respect de la Constitution. Reste dans la région Afrique centrale où la communauté internationale s'intéresse considérablement à la situation en République démocratique du Congo. Il est réclamé de publier les résultats des élections, même s'ils ne plaisent pas au pouvoir. De fortes pressions diplomatiques s'exercent sur les autorités congolaises pour qu'elles annoncent le résultat de l'élection présidentielle et le nom du successeur du président Joseph Kabila. Selon diverses sources étrangères et congolaises, cette veille agace Kinshasa. Le ministre belge des Affaires étrangères trouve l'attente trop longue. La Belgique est en effet membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies qui doit de nouveau se réunir pour étudier la situation en RDC. Un proche du président Kabila a déploré que la France, les États-Unis et le Royaume-Uni soient en train d'affirmer que l'opposant Martin Fayulu a gagné. La publication des résultats provisoires initialement prévus dimanche dernier a été sinédiée renvoyée par la commission électorale. Cette dernière a alors affirmé que seuls 53% des résultats avaient été traités depuis le scrutin du 30 décembre. Un collectif catholique, organisateur des manifestations anti-Kabila en 2017 et 2018, a dénoncé la complicité entre la coalition au pouvoir et la CENI. C'est parti pour les audiences de la Commission Vérité et Réconciliation de Gambie. Les témoins vont défiler dans le cadre de l'enquête sur les crimes commis pendant les 22 ans du régime de l'ex-président Yaya Jammeh. 2 ans maintenant que le président Yaya Jammeh est parti du pouvoir en Gambie. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation, lancée en octobre et formée de 11 membres, a auditionné son premier témoin lundi. Il s'agit de Ebrima Chongan, un responsable de la police pendant le coup d'État ayant porté l'ancien chef d'État au pouvoir en 1994. Il a affirmé avoir été arrêté après le coup d'État de Jammeh et emprisonné dans la banlieue de Banjul.
Instituée par une loi en décembre 2017, la commission Vérité, Réconciliation et Réparation dispose de pouvoirs d'enquête et pourra, au terme de ses travaux, dans 2 années, recommander des poursuites ou des réparations. Elle est présidée par un ancien diplomate auprès des Nations Unies et comprend 4 femmes. Pour la directrice d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le début des auditions de la commission est un important premier pas vers la garantie de justice, de vérité et de réparation en Gambie. Cela montre un fort engagement du gouvernement de rompre avec un passé fait de systématiques violations des droits humains. La sécurité du pays est toujours assurée par la force de la CEDEAO, dont le mandat a été prolongé à plusieurs reprises. Au Soudan, cette fois, au moins 816 manifestants ont été arrêtés depuis le début du mouvement de contestation. Il s'agit d'un bilan publié ce lundi par le ministre soudanais de l'Intérieur. Le mouvement déclenché le 19 décembre par la hausse du prix du pain et qui a fait 19 morts selon les autorités s'est depuis transformé à des protestations antigouvernementales. Le nombre total de manifestants arrêtés au Soudan depuis le début du mouvement de contestation déclenché le 19 décembre dernier est de 816. Il s'agit de chiffres officiels annoncés par le gouvernement soudanais. Le ministre de l'Intérieur a fait état de 381 manifestations en tout depuis le début du mouvement de contestation déclenché par la hausse des prix du pain. Il a également précisé que 118 bâtiments, dont 18 de la police, avaient été détruits au cours des manifestations qui ont gagné plusieurs villes du pays, y compris la capitale Khartoum. En outre, 194 véhicules ont été incendiés, dont 15 appartenant à des organisations internationales. Au moins 19 personnes, dont 2 membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis le début de la contestation, selon les autorités. Amnesty International a pour sa part fait état de la mort de 37 manifestants et l'ONU a appelé à une enquête indépendante. Dimanche, 2 petits groupes de manifestants s'étaient encore rassemblés dans des quartiers du centre-ville à Khartoum pour une marche en direction du palais présidentiel, mais la police anti-émeute les a dispersés à coups de gaz lacrymogène. Réouverture ce lundi d'un autre point de passage transfrontalier entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Ce nouvel acte d'ouverture s'inscrit dans le cadre de la spectaculaire réconciliation entre les 2 pays. Le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont assisté à la cérémonie. Le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre Abiy Ahmed ont rouvert ce lundi un autre point de passage frontalier dans le cadre de la spectaculaire réconciliation entre leurs 2 pays. En septembre, 2 postes frontières avaient rouvert après être restés fermés pendant 20 ans depuis la guerre qui avait opposé les 2 pays voisins, notamment en raison d'un différend territorial. Ces postes frontières avaient cependant été à nouveau fermés en décembre sans qu'aucune explication ne soit donnée. Mais la réouverture ce lundi d'un point de passage entre les 2 pays est un nouveau signe de la normalisation garantissant la libre circulation des biens et des personnes entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Ancienne province de l'Éthiopie, l'Érythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire 2 ans plus tôt. La démarcation de la frontière a ensuite provoqué le conflit de 1998 avant de se terminer par 18 ans de guerre froide, l'Éthiopie refusant de se plier aux recommandations d'une commission soutenue par l'ONU sur le tracé de la frontière. L'arrivée au pouvoir en Éthiopie en avril 2018 de Abiy Ahmed a changé la donne et permis la signature en juillet d'un accord de paix. Discussion commerciale bilatérale à Pékin. La Chine, qui reçoit les négociateurs américains, déclare vouloir résoudre les tensions commerciales avec les États-Unis sur la base du respect mutuel, aussi bien des avantages. Négociateurs américains et chinois ont entamé lundi à Pékin des discussions pour tenter de mettre fin à la guerre commerciale entre les 2 premières économies du monde. En effet, Donald Trump et Xi Jinping avaient convenu de se donner un délai de 3 mois jusqu'à début mars pour essayer de mettre fin par la négociation à leur affrontement à coups de droits de douane. Les 2 parties restaient très discrètes sur le déroulement des discussions, dont le lieu n'avait pas été révélé.
Pékin a simplement précisé vendredi qu'elles auraient lieu lundi et mardi. La Chine et les États-Unis ont convenu de donner suite au consensus atteint par les deux dirigeants pour mener des négociations et des pourparlers positifs et constructifs en vue de résoudre notre différend commercial. Quant à savoir si la raison pour laquelle la Chine a amené les pourparlers était sa situation économique, dès le début, nous avons estimé que les frictions commerciales entre la Chine et les États-Unis n'étaient pas bénéfiques pour les deux parties, ni pour l'économie mondiale. La Chine est sincère dans sa volonté de régler le différend commercial sur la base du respect mutuel, des avantages mutuels, sur un pied d'égalité. Quant à savoir si l'économie chinoise est bonne ou non, comme je viens de le dire, la Chine a une résilience adéquate et un grand potentiel de développement. Nous avons pleinement confiance dans la solidarité à long terme des fondamentaux de l'économie chinoise. Plusieurs gestes de conciliation ont été effectués depuis le sommet de Buenos Aires, la Chine annonçant par exemple la suspension au 1er janvier pour 3 mois des surtaxes douanières imposées aux voitures et pièces automobiles importées des États-Unis. La guerre commerciale des derniers mois a ébranlé la confiance en Chine et secoué les places boursières. Le roi de la Malaisie ayant démissionné, le palais se prépare à en couronner un autre. Mohamed va y essuyer donc des semaines de spéculation nourries par son absence officiellement pour raison de santé. Un nouveau roi sera élu et prêtera serment d'ici à la fin du mois en Malaisie. L'abdication du sultan Mohammed V a surpris plus d'un. Âgé de 49 ans, il est le premier roi de Malaisie à abdiquer depuis que ce pays à majorité musulmane a regagné son indépendance de la Grande-Bretagne en 1957. Alors que la Malaisie est toujours sous le choc de la démission de son roi, des familles se sont réunies lundi au palais pour ouvrir la procédure de sa succession. Mohammed V avait été élu en décembre 2016. Il va reprendre son rôle de dirigeant cérémonial de l'État islamique conservateur du Kelantan. Le nouveau roi sera élu le 24 janvier et installé sur le trône une semaine plus tard, d'après le gardien du sceau de la Fédération. En effet, la Fédération de Malaisie est une monarchie constitutionnelle et élective aux modalités uniques au monde. Le roi est élu par un conseil royal. Il change tous les 5 ans, toujours désigné par rotation parmi les familles royales qui dirigent 9 des 13 États du pays. Le rôle du roi est plutôt cérémonial, mais il est très respecté en Malaisie et toute critique est interdite. Douala et Yaoundé, les deux grandes villes du Cameroun, ont du mal depuis quelques jours à gérer leur flux d'ordures ménagers. Le message n'est plus fait comme d'habitude. Le ménage du moins n'est plus fait comme d'habitude. L'activité semble tourner au ralenti. Narcisse Oum, notre correspondant sur place, a fait le constat. Les habitants des grandes villes du Cameroun voient des montagnes de déchets s'entasser dans les rues et près des maisons, dégageant une odeur nauséabonde. L'inquiétude des populations devient grandissante, surtout avec l'arrivée de la saison sèche. Celles-ci sont ainsi contraintes de vivre ce calvaire d'un autre genre. La poubelle, là, ça sent déjà trop même. On n'arrive même pas à supporter. Les riverains déplorent en outre la prolifération des moustiques et craignent le développement du paludisme si rien n'est fait pour juguler le problème. Observant que les citadins n'adhèrent pas moralement et pratiquement à prendre leurs responsabilités au niveau qui est le leur dans la pré-collecte des ordures ménagères et le respect de leur environnement, la société de collecte d'ordures ménagères ISACAM, entendez, Hygiène et Salubrité du Cameroun s'est battue pendant les fins d'année pour rendre les villes propres. Par ailleurs, les responsables de cette entreprise signalent qu'ils font face à 7 mois de prestations impayées par l'État du Cameroun. C'est pourquoi, depuis quelques jours, l'embellie qu'on observait ces derniers temps dans la ville de Douala s'est estompée. Nous avons des camions, mais s'il n'y a pas le carburant, parce que je me dis, avec le nouveau camion, on ne peut pas avoir les problèmes d'amortissement, donc des pannes instantanées, on peut encore tenir. Mais si le carburant, qui est la matière première, n'y est pas, nous serons coincés. Donc il faut absolument qu'on ait des paiements, que vous sensibilisez également le gouvernement, les communautés urbaines qui paient les prestations. Bien loin de toutes les raisons avancées par ISACAM, les populations n'attendent qu'une chose, voir la ville débarrassée de toutes ces immondices, afin que Douala Poubelle devienne Douala la Belle, où il fait bon vivre.
C'est le même souhait de côté de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Cela y va de la sauvegarde de l'environnement et c'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur Chika revient dans un court instant. Restez donc à notre compagnie. À très bientôt.